Tous les intervenants sont là, donc nous allons commencer. Donc, cette conférence ce soir a pour thème sécurité, économie et énergie. Quel défi pour la relation transatlantique? Et donc, pour la relation transatlantique, ça veut dire que nous avons la chance d'avoir avec nous ce soir Léo Michel, qui est donc directeur de recherche associé à l'Atlantic Council et très exactement au Scowcroft Center for Strategy and Security, et donc qui travaille sur les politiques de défense et de sécurité depuis des années, puisqu'il a été chercheur à l'Institut for National Strategic Studies, les think tanks qui dépendent de la National Defense University à Washington. Et puis, auparavant, il a occupé divers postes au département de la défense américain, donc au ministère de la Défense américain. Il a cette chance pour nous de parler très bien français, ce qui aide quand même beaucoup quand même pour relations transatlantiques. Alors naturellement, les Français quand même on parle anglais quand on doit parler aux Américains. Non, mais je plaisante, mais c'est quand même très utile toujours d'avoir un dialogue avec les Américains et un dialogue direct. Et il est évident que dans la situation qu'on traverse actuellement avec cette guerre en Ukraine, il est évident qu'il est extrêmement utile d'avoir ce dialogue transatlantique. Et donc, je suis ravi que Léo Michel soit avec nous ce soir. Alors, la question ukrainienne, je dirais, ça pose à la fois la question des relations entre les États-Unis et la France et l'Europe en général. Et sur ces questions-là interviendra Annick Cizel, qui est maître de conférence d'histoire et civilisation des États-Unis et spécialiste de politique étrangère américaine au Centre de recherche sur les mondes anglophones à l'Université Sorbonne Nouvelle, au département des mondes anglophones, tout au bout. Et puis, c'est la question, on voit bien, et en plus, j'ai envie de dire que pour nous, citoyens, et peut-être plus pour nous, citoyens français, enfin non, pas plus pour nous, citoyens français, mais sur cette question de la guerre en Ukraine, c'est vrai que la question énergétique, tout simplement comment on va se chauffer cet hiver, quel sera le coût de l'énergie, c'est une question qui est très importante et qui place véritablement au centre des questions de sécurité quelque chose, j'ai envie de dire qu'on savait, qu'on subodorait, qui est que la question énergétique en termes de sécurité d'approvisionnement est une question essentielle dans les stratégies de sécurité des États, mais qu'on n'a peut-être pas assez anticipé, et on le voit bien avec le problème européen aujourd'hui. Et ce que je disais tout à l'heure à Sophie Méritet, c'est qu'on pourrait étendre, et on le fait d'ailleurs à l'IRIS, à des tas d'autres domaines aujourd'hui en termes de sécurité d'approvisionnement qui vont des questions des métaux rares, des questions des composants, avec notamment, on voit bien les semi-conducteurs, mais il y a un tas de sujets. Il y a quelqu'un me parlait récemment de résine dans le domaine médical, où il y avait des problèmes d'approvisionnement aux États-Unis, par rapport aux États-Unis, mais tout simplement parce que la demande était extrêmement importante et que donc il y avait des défauts d'approvisionnement sur certaines résines utilisées dans le domaine médical. Donc, vous voyez, ça va très loin. Bon, je vais quand même pas plus loin sur le sujet, parce que c'est quand même les intervenants qui sont au centre du débat et pas mon exposé liminaire. Et donc, sur ces questions d'énergie, parleront Sophie Méritet, qui est vice-présidente Affaires internationales et mobilité étudiante à l'Université Paris-Dauphine et maîtresse de conférences en sciences économiques, spécialiste de l'énergie, donc, et puis Thomas Pellerin-Carlin, qui est directeur du Centre Énergie Institut Jacques Delors et chercheur senior sur la politique européenne de l'énergie. Je vais donc tout de suite commencer par donner la parole à notre ami américain, donc Léo Michel.
donc pour lui poser une question qui est donc quel est, selon vous, l'effet de la guerre en Ukraine sur la relation transatlantique en matière de défense, et peut-être aussi ensuite quels sont les défis transatlantiques à long terme, et notamment la question de la future relation avec la Russie. Donc, Léo, the floor is yours. Merci, Jean-Pierre, de m'avoir invité à cette conférence et j'espère bien que vous aurez un peu de patience avec mon petit accent américain. Mon père, en fait, était français, mais je n'étais pas élevé dans une famille bilingue, mais sans avoir des espoirs d'entrer demain à l'Académie française, j'ai voulu quand même m'exprimer en français et traiter de ce sujet. Et je souhaite concentrer vraiment mes remarques à propos des conséquences de la guerre en Ukraine sur la relation transatlantique dans le domaine précisément de la défense. Cette relation connaissait déjà quelques problèmes avant même l'attaque russe du 24 février. En Europe, on a reproché à l'administration du président Biden une concertation insuffisante lors du retrait d'Afghanistan. Or, je note que certains Américains connus pour leur attachement à l'alliance transatlantique ont exprimé des regrets similaires. Par exemple, en septembre dernier, l'amiral Mike Mullen, qui était l'ancien chef de l'état-major interarmée de George Bush et de Barack Obama, a déclaré que personne ne voulait revoir l'image de notre départ de Saigon. Et pourtant, notre présence en Afghanistan s'est terminée avec cette même image. Et je me souviens aussi de la colère du gouvernement français à l'annonce de l'accord entre l'Australie, la Grande-Bretagne et les États-Unis sur la construction de sous-marins à propulsion nucléaire, remplaçant ainsi le contrat précédemment conclu entre les gouvernements australiens et français pour des sous-marins conventionnels. Pour sa part, Washington a fait connaître ses réserves, ses inquiétudes, si vous voulez, vis-à-vis de certains alliés, soit à cause de leur dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie, soit pour leurs ambitions de créer une défense européenne et d'atteindre une certaine autonomie stratégique qui est, à mon avis, toujours un peu mal définie. En plus, c'était difficile, avant novembre dernier au moins, de convaincre l'Alliance entière de prendre au sérieux les avertissements des services secrets américains selon lesquels la Russie préparait une nouvelle invasion de l'Ukraine. Et pourtant, depuis février, l'ampleur et la brutalité de l'agression russe et, il faut le reconnaître, la courageuse résistance ukrainienne ont fait apparaître une solidarité nouvelle entre l'Amérique et l'Europe. Alors, pour être précis, en ce qui concerne l'engagement américain en Europe, voici quelques éléments clés à retenir. Au total, le Congrès, pourtant très divisé et polarisé dans d'autres sujets, a autorisé environ 54 milliards de dollars en faveur de l'Ukraine, dont 15 milliards dédiés aux dépenses déjà dans l'assistance militaire. Cette assistance militaire comprend notamment plusieurs milliers de systèmes anti-aériens et anti-blindés, anti-chars, des centaines de drones de combat et plus de 150 pièces d'artillerie, dont certains de nos systèmes les plus avancés, et qui sont directement puisés des stocks de nos forces militaires. Ces armes, la formation et l'entretien qui les accompagnent
et les renseignements américains qui permettent d'assurer des frappes précises ont joué un rôle important dans les récents succès de l'Ukraine sur les champs de bataille. En parallèle, Washington a déployé de nouvelles capacités aériennes, terrestres, maritimes et cyber, principalement le long du flanc oriental de l'OTAN, faisant passer notre effectif militaire en Europe de 80 000 à 100 000 hommes et femmes. Et de plus, et je crois que c'est très important, Washington n'est pas seul et ne se sent pas seul dans cet effort. Une cinquantaine d'alliés et partenaires ont participé depuis l'hiver dernier aux réunions du groupe de contact qui ont eu lieu sur la base américaine de Ramstein en Allemagne pour coordonner leur assistance militaire à l'Ukraine. Certains alliés, dont la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne, augmentent leur contribution aux forces de l'OTAN déployées dans les pays baltes, en Pologne et en Roumanie. Et la guerre en Ukraine nous a incités à approfondir la relation entre l'OTAN et l'Union européenne, ainsi, et c'est plutôt nouveau, la relation bilatérale entre les États-Unis et l'Union. Avant de juger par les récentes déclarations de Tony Blinken, le secrétaire d'État, et Lloyd Austin, notre secrétaire de la Défense, ces derniers sont convaincus que la détermination des Alliés restera forte. Et cela malgré quelques hésitations évidentes au sein de l'Alliance sur l'envoi éventuel des avions de chasse et des chars lourds à l'Ukraine, ou encore les craintes de certains alliés d'épuisement des stocks d'armement réservés à leur propre défense. Alors, pour conclure, j'espère que le relatif optimisme du secrétaire Blinken et Austin sera justifié à long terme, mais à mon avis, il ne faut pas minimiser les défis qui nous attendent. Et pour conclure, j'en citerai 4. Premièrement, et malgré ces récents revers, la Russie dispose encore de nombreuses capacités militaires qui pourraient être utilisées en Ukraine et potentiellement ailleurs. Nous devons, à mon avis, faire pression sur la Russie pour le dissuader d'avoir recours à une escalade encore plus dangereuse. En même temps, il nous faut réfléchir au sein de l'Alliance et peut-être dans un format ou des formats plus restreints à notre réponse collective si Moscou choisit cette ligne de conduite à haut risque. Deuxièmement, c'est à l'Ukraine de décider de son propre sort. Les États-Unis et leurs alliés ne devraient pas tenter d'imposer une sorte de règlement à Kiev. Dans le même temps, certaines options émises par l'Ukraine et quelques anciens responsables européens me paraissent irréalistes. C'est le cas, par exemple, de l'idée que les États-Unis et une poignée d'États européens pourraient étendre des garanties de défense bilatérales à l'Ukraine comme une sorte de substitut à l'article 5 qui est l'article sur la défense collective du traité de l'OTAN. Troisièmement, quelle que soit la durée des combats, il faudra encore longtemps, à mon avis, avant que les relations entre Washington et Moscou se normalisent un temps soit peu. On se demande si cela pourrait mettre fin à toute chance d'un accord de suivi du traité START II qui limite les armes nucléaires américaines et russes avant son expiration en février 2026. Dans ce cas, je me demande quelle serait la réaction ici en Europe. Et enfin, la relation croissante entre la Chine et la Russie, accompagnée d'une montée de tensions entre la Chine et les États-Unis, notamment à propos de Taïwan, devrait peser sur les calculs européens.
Le nouveau concept stratégique de l'OTAN identifie pour la première fois la Chine comme un défi, et je cite, aux intérêts, je cite la déclaration, je cite, c'est un défi aux intérêts, à la sécurité et aux valeurs de l'Alliance. Mais comment précisément est-ce que les alliés mettront en pratique leur promesse de poursuivre un engagement constructif avec la Chine, tout en se protégeant contre les tactiques coercitives et les efforts de la Chine pour diviser l'Alliance? Ces défis seront sans aucun doute au centre d'un débat transatlantique difficile, mais à mon avis nécessaire. Merci de votre attention. Merci Léo. Je pense que ton intervention pose beaucoup de questions, mais beaucoup de choses sur la table. Je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'on ait le temps véritablement en 1 heure et demie d'avoir un véritable débat sur le sujet. Peut-être que je reviendrai peut-être à la fin sur un certain nombre de choses que tu as évoquées sur les questions de sécurité et peut-être sur les perceptions croisées européennes et américaines sur le sujet, sachant qu'il y a, je pense, un élément géographique auquel il faut tenir compte et qui est important. Je crois que je vais peut-être relancer Sophie Méritet par rapport par rapport à justement un des points qu'a évoqué Léo Michel dans son intervention. Alors, est-ce que les Européens donc ont été imprévoyants en termes de politique énergétique et comment y répondre finalement? Comment y répondre et comment ça peut s'articuler avec les États-Unis? Je sors un peu mais j'en profite pour rebondir quand même sur ce qu'a dit Léo Michel. Alors, je vais être très lâche, mais je pense que c'est plutôt... On peut changer, je peux lancer Thomas sur le sujet alors. Soyons, comment dire, très souples sur la façon de procéder. Femme d'abord, mais bon, c'est raté. Ah, parfait. Voilà. Moi, je suis le plus jeune du panel, mais je ne suis pas le plus tech savvy. Donc, je vous ai préparé une petite présentation pour illustrer certains des propos et pour répondre brièvement à la question de Jean-Pierre Molny. En fait, on est face à une prévoyance européenne qui limite la casse, mais on n'a pas fait exactement tout ce qui était prévu. Et donc, du coup, on a quelques difficultés. La coopération transatlantique États-Unis-Europe, elle remonte en fait sur le volet énergétique après la Seconde Guerre mondiale, quand, dans le cadre du plan Marshall, les États-Unis décident de faire en sorte que l'Europe de l'Ouest devienne dépendante du pétrole. À l'époque, l'Europe de l'Ouest n'est pas dépendante du pétrole, elle est dépendante surtout du charbon. Et l'objectif politique poursuivi par les gouvernements occidentaux et par les États-Unis est de rendre l'Europe dépendante du pétrole de manière à réduire la puissance de ceux qui contrôlent les mines de charbon, c'est-à-dire les ouvriers communistes. Donc il y a une logique géopolitique dès le début pour éviter que la France, la Belgique ou l'Italie ne connaissent ce qui s'est passé en Tchécoslovaquie en 1948, c'est-à-dire un coup d'État où les mineurs de charbon ont joué un rôle clé, puisque les mineurs de charbon sont un acteur politique clé des sociétés européennes au 19e et au début du 20e siècle. À partir des années 70, il y a aussi une coopération sur l'enjeu pétrolier, après le premier choc pétrolier de 1973, et aussi un début de coopération sur les questions climatiques dans les années 70. Du coup, je voulais l'évoquer parce que ça nous permet de prendre un peu de champ aussi avec un des enjeux critiques, puisque nous sommes en train de provoquer un dérèglement climatique qui peut rendre la vie sur Terre impossible pour les civilisations humaines. Et vu que c'est la seule planète pour l'instant où on sait que la vie est possible, c'est quand même un enjeu. L'impact du CO2, du dioxyde de carbone sur la température, c'est quelque chose qui est compris depuis très longtemps. Il y a cette espèce de discours
médiatique, politique, qui consiste à dire on a découvert le dérèglement climatique il n'y a pas longtemps, c'est un truc qu'on a découvert dans les années 2000, etc. Les bases physiques, elles sont connues dès les travaux de Charles Fourier. Pour vous replacer, Charles Fourier dans l'histoire française, hein, c'est un des scientifiques qui accompagne Napoléon en Égypte. Donc, voilà. Donc, dès l'époque, on a compris qu'il y a un lien entre émissions de CO2 et température planétaire. Et tout ça est calculé avec grande précision par Svante Arrhenius en 1896. Donc à l'époque, c'est la reine Victoria hein, qui dirige l'Empire britannique. Donc dès 1896, les scientifiques nous disent que si on venait à doubler la concentration de CO2 dans l'atmosphère, on réchaufferait le climat de 4 degrés. Et à l'époque, c'est suffisamment... ils ne savent pas exactement ce que ça veut dire, mais ils savent que c'est quelque chose qui est un changement radical de notre planète. Et les États-Unis jouent un rôle extrêmement important dans les années 70 pour faire en sorte que cette connaissance scientifique arrive aux gens qui font voilà, les politiques énergétiques, les politiques climatiques. Et il y a un rôle clé hein, de la science états-unienne, notamment le rapport Charney de 1979, qui est vraiment la première fois qu'on a un état de l'art scientifique qui nous permet de comprendre ce qui se passe d'un point de vue climatique, quel est le rôle des activités humaines, quel est le rôle de la combustion des énergies fossiles et quels sont les impacts potentiellement désastreux. Dans les années 80, il y a une mobilisation états-unienne, européenne, mais aussi soviétique, scientifique et politique sur la question du dérèglement climatique. Et la décennie des années 1980 aurait pu être la décennie où on aurait sauvé la Terre. Malheureusement, comme voilà, le titre du livre de Nathaniel Rich le souligne, en fait, la décennie 1980, c'est la décennie où on aurait pu stopper le dérèglement climatique, et du coup, on ne l'a pas fait. Et à l'époque, le discours, c'était de dire qu'il fallait faire ça pour les générations futures. Et du coup, moi, j'en fais partie, puisque je suis né en 1989, donc je faisais partie de ces fameuses générations futures des années 80, comme beaucoup de gens ici. Là-dessus, il y a vraiment des décennies en fait, d'occasions ratées, de coopération entre États-Unis et Europe, et qui sont liées aux problèmes politiques internes à ces deux systèmes politiques. Le président de la Commission européenne, Jacques Delors, en 1992, donc à l'époque j'avais 3 ans, propose d'instaurer une taxe carbone européenne en amont du sommet de Rio. Et qu'est-ce qui se passe ? Il ne se passe rien. Et il y a un gouvernement en particulier qui va torpiller le projet de taxe carbone européenne, c'est le gouvernement français. Avec le soutien de ce qui maintenant s'appelle le MEDEF, à l'époque, je pense que ça avait encore son ancien nom, et qui se sont opposés du coup à l'adoption d'une taxe carbone européenne, avec évidemment le soutien de Margaret Thatcher, qui comprenait l'importance du dérèglement climatique. Et dans le taxe carbone européenne, ce que Margaret Thatcher aimait, c'était le volet carbone, puisqu'elle est chimiste de formation, donc elle avait tout à fait compris. Par contre, elle n'aimait pas le volet européen, évidemment, parce que c'est Margaret Thatcher. Côté États-Unis, on a évidemment 1997 avec les États-Unis qui signent le protocole de Kyoto mais ne le ratifient pas. Et du coup, c'est très, très compliqué de faire une politique internationale du climat quand vous avez la première puissance économique, géopolitique et le premier pollueur. À l'époque, c'était encore le premier pollueur qui ne joue pas le jeu. Ça commence à changer un peu à partir de 2015 et des accords de Paris, où là, on commence à avoir un début de mobilisation des deux côtés de l'Atlantique. Passons sur le volet énergie. Là, je vous ai fait un graphique qui est assez simple. Hein. Vous allez juste voir en fait une comparaison États-Unis-Europe sur différents volets. Là, à gauche, vous avez voilà, la population européenne. Donc, nous, Européens, on est plus nombreux que les États-Uniens. Il y a à peu près, pour 2 États-Uniens, il y a à peu près 3 Européens, au sens de citoyens de l'Union européenne. En termes de richesse, en PIB, on est à peu près pareil. Les États-Unis sont un petit peu plus riches que nous, mais pas de beaucoup. Et en termes de consommation d'énergie, les États-Unis consomment beaucoup plus que nous. Le système énergétique américain est le système énergétique le plus inefficace et le plus inefficient jamais construit dans l'histoire de l'humanité, après le système soviétique. Donc, ils sont pas number one, mais numéro 2 en termes d'inefficience, de manière très claire. Et si on compare à d'autres économies, il n'y a que le Qatar ou l'Arabie saoudite qui fait pire que les États-Unis. Donc, un système ultra inefficace, extrêmement gaspilleur de toute forme d'énergie, notamment de pétrole, mais aussi d'électricité. Juste un point de référence,
la consommation d'électricité aux États-Unis juste pour refroidir l'air, donc la climatisation. Donc toute l'électricité consommée aux États-Unis pour la climatisation, c'est égal à toute l'électricité consommée en Afrique, tout usage confondu. Donc on est sur une société qui est extrêmement, voilà, qui utilise énormément d'énergie à des fins. Voilà. Sur le pétrole, les États-Unis aussi consomment beaucoup plus de pétrole que nous. Idem pour le gaz, ils en consomment 2 fois plus que nous. On a à peu près la même économie, mais les États-Unis consomment 2 fois plus de gaz, alors que l'Europe est plus industrialisée que les États-Unis. Les États-Unis consomment aussi plus de charbon, ils produisent plus de nucléaire et un tout petit peu moins de renouvelables. Du coup, j'insiste vraiment sur cette première grande différence entre les États-Unis et l'Europe, c'est que même si le système européen n'est pas très efficace d'un point de vue énergétique, le système états-unien l'est encore moins. Et donc, du coup, là où c'est une bonne nouvelle dans la relation transatlantique, c'est que, comme je dis souvent à mes amis états-uniens, moi, je ne vous demande pas de vivre comme des gens au Botswana. Déjà, si vous pouvez vivre comme des Allemands, déjà, il y aura des gains d'efficacité énergétique considérables. Ce qui, du coup, fait aussi que l'administration Biden peut faire de grands progrès parce qu'ils partent de tellement loin que, du coup, ils peuvent atteindre des objectifs climatiques et de baisse de consommation de manière extrêmement simple, extrêmement rapide, là où pour nous, ce sera un peu plus dur. Le deuxième point de différence, vous le voyez en fait sur les graphiques en termes de production. L'immense différence dans le volet énergétique entre les États-Unis et l'Union européenne, c'est que nous, en Union européenne, on produit à peu près rien en termes d'énergie. On produit un tout petit peu d'énergie nucléaire, c'est le petit truc jaune que vous voyez là, mais on le fait avec de l'uranium qui n'est pas européen, même s'il y a encore de l'uranium en Tchéquie, mais on ne l'utilise plus beaucoup. On produit pas mal d'énergie renouvelable. On produit du charbon aussi en Europe. Aux États-Unis, ils produisent tout ça, mais ils produisent en plus énormément de gaz. Les États-Unis sont exportateurs nets de gaz fossile et beaucoup de pétrole. Les États-Unis ne sont pas exportateurs nets de pétrole, contrairement à ce qui a été parfois dit, mais ils en produisent quand même une immense partie de ce qu'ils consomment. Et donc ça fait une très, très grande différence dans les dynamiques politiques en interne. C'est-à-dire que le lobby des combustibles fossiles est beaucoup plus puissant aux États-Unis pour 1000 raisons, mais une d'entre elles, c'est parce que ils extraient du gaz et du pétrole aux États-Unis. Et donc, du coup, les entreprises pétrolières et gazières aux États-Unis sont encore plus puissantes qu'elles ne le sont en Europe. Et puis, il y a des emplois derrière qu'il n'y a pas forcément chez nous. Ultime point sur ce graphique, c'est le point commun, c'est notre dépendance aux énergies fossiles. Et là, si vous faites la somme, les 3/4 de l'énergie consommée en Europe et un tout petit peu plus aux États-Unis, c'est du pétrole, du gaz, du charbon. Donc, c'est ce qui nous amène, ce qui nous amène dans le mur, fondamentalement, d'un point de vue climatique. Donc, compte tenu de ça, qu'est-ce qu'on peut faire ? Là-dessus, moi, j'ai pas mal travaillé sur la coopération transatlantique et je pense que, si on peut passer à la prochaine diapo, hop, c'est bon, nickel. Je pense que déjà, la ligne directrice politique, c'est de partir du principe qu'on va devoir s'engager dans quelque chose qui s'articule sur plusieurs décennies. La lutte pour le climat, éviter l'effondrement de notre civilisation au XXIe siècle, c'est un truc qui se construit sur des années et sur des décennies. Et donc, du coup, il faut que nous, Européens, on fasse une proposition politique qui soit compatible avec les républicains aux États-Unis. On ne peut pas se limiter à espérer qu'il y ait de la chance lors des élections en Floride et qu'il y ait toujours des démocrates qui soient au pouvoir, même si ça nous arrangerait, nous, Européens, pour 1000 sujets, et notamment pour la question de la coopération sur le climat. Donc, du coup, il faut investir des thèmes où on peut engranger tous les gains à court terme qu'on peut avoir avec l'administration Biden pendant les 2 ans à venir, avec le Congrès démocrate, donc on a encore 7 semaines, 8 semaines, avant qu'il passe en partie du côté républicain probablement. Donc là, il y a des enjeux diplomatiques, et c'est tout ce qui avait été fait, notamment autour de l'accord de Paris sur le climat. Et le design juridique de l'accord de Paris sur le climat est fait de telle manière que ça n'ait pas besoin de passer au Congrès. Parce qu'on sait que si ça avait besoin de passer au Congrès, les républicains auraient été contre, et du coup, ça aurait fait la même chose que Kyoto, c'est-à-dire un échec côté États-Unis. Ensuite, il faut avancer sur ce qui peut survivre à une victoire républicaine. Là-dessus, il y a tout l'agenda d'innovation, où les républicains, en tout cas une partie significative des républicains, font de bonnes choses. À titre illustratif, durant la décennie 2010, l'investissement public européen dans les clean tech,
donc dans les technologies de la transition énergétique, a baissé. L'Union européenne investissait moins d'argent en 2018, donc l'Union européenne et les États membres investissaient moins d'argent en 2018, d'argent public dans la recherche et l'innovation pour les technologies propres qu'en 2010. Elle en investissait moins que les États-Unis aussi. Et aux États-Unis, ça a augmenté même sous le mandat de Donald Trump. Donc, si on prend ça uniquement comme indicateur de notre volonté de combattre le changement climatique, les États-Unis de Donald Trump ont plus fait que l'Union européenne. Évidemment, ce n'est pas le seul indicateur, mais ça nous dit quelque chose. Et ça nous dit notamment que du côté républicain, il y a une partie conséquente des acteurs politiques républicains qui ont compris que les États-Unis avaient un avantage, ou en tout cas avaient une opportunité à saisir en devenant les maîtres des technologies de la transition énergétique. Pour dire un peu rapidement, il y a deux grands bouleversements technologiques dans notre monde actuellement. Il y a le numérique et il y a l'énergie. Et du coup, les États-Unis sont déjà très leaders sur le numérique et devenir leader sur l'énergie est évidemment tout à fait pertinent d'un point de vue géopolitique. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on peut travailler avec les États-Unis sur le long terme parce qu'on peut travailler aussi avec les républicains là-dessus. Et idem sur l'agenda d'investissement public, le Inflation Reduction Act qui a été passé il y a quelques mois va survivre même à une victoire républicaine, ce qui est une bonne nouvelle. Mais ça, c'est une contrainte qu'il faut que nous, Européens, on ait. Et du coup, voilà. Ultime point là-dessus, il faut aussi qu'on gère la hausse de notre dépendance européenne vis-à-vis des États-Unis. Pour l'instant, nos gouvernements ont préféré nous rendre plus dépendants du gaz de schiste américain plutôt que de faire en sorte qu'on demande des efforts à une partie de la société, comme les boutiques Chanel qui continuent à être illuminées dans le 7e arrondissement de Paris à 2h du matin. Donc le choix politique a été de ne pas faire respecter la loi française sur ce sujet-là, mais à la place d'apporter du gaz de schiste des États-Unis pour qu'on puisse brûler ce gaz de manière à illuminer ces fameuses boutiques Chanel dont je parle. Ça nous rend plus dépendants du gaz états-unien. Pour l'instant, ça ne pose pas de problème géopolitique parce qu'on a Biden à la Maison-Blanche. Par contre, qu'est-ce qu'il se passera quand, et ce n'est pas une question de si, c'est quand il y aura à nouveau un président des États-Unis qui défend un agenda qui est profondément anti-européen. Ça a été le cas avec George W. Bush, ça a été le cas avec Donald Trump. Ce sera à nouveau le cas à un moment, en 2024, en 2028, en 2032, je ne sais pas quand, mais à un nouveau moment. Et donc ça, nous, Européens, il faut qu'on soit bien conscients de ça, que toute hausse de notre dépendance aux États-Unis est quelque chose qu'il faut faire de manière consciente et prudente, en sachant que ça peut se retourner contre nous si les élections américaines vont dans un certain sens. Et du coup, je terminerai sur ça. L'intérêt géopolitique pour nous en tant qu'Européens, notamment si on veut développer notre soft power, de le développer en visant les républicains. Et pour moi, c'est fondamental. Il faut qu'on engage des sommes d'argent et de l'investissement de temps, de manière à ce que nous, Européens, on puisse aller voir les gens qui vont être les leaders du Parti républicain dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, parce que c'est l'élément essentiel. Sans ça, on risque d'avoir une division, ou plutôt un agrandissement de la séparation entre les États-Unis et l'Europe, et ça n'irait pas dans le sens de notre intérêt en tant qu'Européens, en tant que Français. Merci. Mais merci Thomas. Peut-être je vais passer la parole maintenant à Annick Cizel, mais pour une question qui est, je dirais, de manière générale et globale, et déjà un peu en réponse à Léo également, sur la question des attentes des deux côtés. Quelles sont nos attentes vis-à-vis des Américains et vice-versa? Et est-ce que ces attentes se rencontrent? Et donc, à un moment, est-ce que les divergences ou des nuances dans les attentes ne peuvent pas créer justement au niveau transatlantique des points de friction? Et appuie. Voilà, il faut que le petit bouton soit vert. Merci beaucoup, avant toute chose, à l'IRIS pour cette invitation, pour cette chance, ce plaisir de rejoindre mes 3 collègues ici. Et je vais tenter une transition peut-être sur effectivement ces divergences de lecture énergétique, de lecture de nos besoins énergétiques ou de notre vision énergétique entre les deux. J'en toucherai juste un mot très très rapidement par souci de cohérence. J'ai gardé à l'esprit également notre conversation sur attente et perception. Alors j'ai essayé de faire une espèce d'intersection un peu entre les deux. En rouvrant par rapport à ce que Léo Michel disait tout à l'heure, en rouvrant le spectre de manière beaucoup plus large,
pour revenir sur cette déclaration d'intention. Alors, pardonnez-moi tous, c'est ce que j'appelle ma voix FIP 2 heures du matin. Petite bronchite non contagieuse à ce stade, mais voilà, je vais faire ce que je peux. J'espère que tout le monde m'entend bien. Donc, pour ouvrir ce spectre un peu large sur une déclaration d'intention du président Biden dès janvier 2021, mais pendant sa campagne avant, c'est-à-dire l'alliance transatlantique est de retour. The Transatlantic Alliance is back. Il n'avait aucune idée à l'époque à quel point elle était de retour. Peut-être les services de renseignement le lui ont dit un petit peu rapidement. Et je voudrais me focaliser sur à la fois les grands points de convergence et cette espèce de résurrection après le grand dissensus, comme je l'appelle, l'absence totale de consensus sous Trump, avec un président Trump qui attaque l'Union européenne, qui attaque pas simplement les multilatéralismes, mais l'Union européenne en son sein. Comment l'administration Biden se place d'emblée sous le sceau d'une résurgence des alliances et partenariats transatlantiques à tous les niveaux, qu'ils soient économiques, commerciaux, ça va prendre un peu de temps, technologiques, culturels, pourquoi pas, et militaires. Et évidemment, la guerre d'Ukraine va être, à l'insu du plein gré de Vladimir Poutine, une occasion rêvée de concrétiser tout ceci et d'accélérer ce renouveau de l'alliance transatlantique. Une alliance donc en résurgence, en consolidation, et c'était dans la mission première de l'administration Biden, dans cette lutte des démocraties contre les autoritarismes à l'intérieur des frontières, de la frontière sur le sol américain et à l'extérieur également, et de cette résilience démocratique occidentale. On se souvient, ou pas trop peut-être à Paris, de ce premier sommet. Normalement, il doit y en avoir un deuxième, je ne sais pas s'il aura lieu avec la guerre en Ukraine au mois de décembre prochain, un sommet pour la démocratie on compte les alliés, on compte les partenaires, on rassemble autour du leadership américain. Et ce postulat de départ qui donc encensait une résurgence naturelle, dans le sens de cette relation spéciale, pas simplement entre Washington et Londres. Oui, Boris Johnson va bénéficier absolument de cette résurgence des relations transatlantiques. On va même re-signer une charte de l'Atlantique comme au grand temps de la Deuxième Guerre mondiale, et je parle de cela avant la guerre d'Ukraine, mais d'une résurgence naturelle parce que cette refondation, finalement, elle va dans le sens de l'histoire avec un grand H. Et ça va être un petit peu le fil rouge de mes quelques remarques ici, parce que l'invasion de l'Ukraine par la Russie nous ramène évidemment à une relecture de la fin de la guerre froide, d'une époque où Francis Fukuyama nous disait c'est la fin de l'histoire. Et quelque part, je pense que nos perceptions, nos lectures de cette histoire de la guerre froide, à nous les Européens et aux Européens de la vieille Europe et de la jeune Europe, de cette Europe qui s'est émancipée dans les années 1990, émancipée de l'URSS, et la lecture que les États-Unis ont de cette fin de la guerre froide, c'est essentiel aujourd'hui pour comprendre à la fois nos points de convergence, mais aussi de divergence, d'une perception mémorielle de notre histoire transatlantique qui n'est pas la même. Donc cette résurgence, elle est naturelle et elle est voulue, volontariste par l'administration Biden, qui joue à plein dès 2021 dans l'ère post-Trump et évidemment au-delà du 24 février 2022 et de la guerre en Ukraine, de cet avantage comparatif, c'est mon petit clin d'œil aux économistes, de notre alliance, c'est-à-dire de l'OTAN, de celle qui est toujours là, de celle qui a survécu à la guerre froide, qui, en quête d'identité sans doute, va trouver toute sa raison d'être dans l'agression que Vladimir Poutine décide. Ça n'est évidemment pas son intention, mais cette consolidation d'un avantage comparatif que pour toutes les organisations de coopération de Shanghai qui essayent plus ou moins de rallier la Chine, la Russie, les républiques d'Asie centrale, l'Iran, peut-être demain la Corée du Nord, l'Afghanistan avec les talibans n'y pense plus trop, et même la Turquie, quand elle est observatrice, partenaire privilégié de l'Organisation de coopération de Shanghai, reste avant tout membre de l'Alliance, membre de l'OTAN et médiatrice privilégiée aussi au nom de l'OTAN dans le cadre de la guerre d'Ukraine. Et cet avantage comparatif aujourd'hui permet à ces déclarations d'intention de 2021 de faire revivre les alliances et les partenariats, de se concrétiser, de s'accélérer en 2022 aujourd'hui,
Aussi, pour endiguer, je garde ma vision large des relations transatlantiques, d'endiguer l'avènement, au fur et à mesure que les États-Unis se désengagent des conflits armés en Irak puis en Afghanistan, se réengagent à hauteur de presque 16 milliards de dollars militairement aujourd'hui, mais sans co-belligérance en Ukraine, d'endiguer l'avènement d'une ère post-occidentale, pas simplement post-américaine. On a vu la post-Amérique, on l'a touché du doigt dans cette abdication du leadership trumpien entre 2017 et 2021. Mais la réaffirmation du leadership sous Joe Biden ne veut pas dire pour autant que les États-Unis repartent seuls, à la manière d'un George Bush, fils, pour assumer le leadership du monde. Il s'agit aujourd'hui d'une prépondérance, certes, mais nécessairement partagée par nécessité, et donc d'une relation transatlantique qui doit, dans l'esprit de Washington, être globalisée à la fois dans ce partage, et on le voit mois après mois dans la guerre d'Ukraine, quand Lloyd Austin rassemble à Ramstein dans un groupe de contact de défense de la démocratie en Ukraine, et les mots défense et démocratie sont inséparables dans cette opération, où l'on voit l'OTAN et l'Union européenne côte à côte, mais dans une approche globalisée, puisque les partenaires du groupe de contact de Ramstein incluent aussi, alors la Colombie, je n'ai pas vérifié depuis les nouvelles élections, inclut le Kenya, la Tunisie, Israël, la Jordanie sur certaines choses, c'est-à-dire qu'il y a un pivot transatlantique, un pilier transatlantique à partir duquel cette relation transatlantique peut se pivoter évidemment vers la Russie sur le flanc ukrainien militaire, mais évidemment dans l'esprit de Washington vers la Chine et vers l'Indo-Pacifique. Et ce pivot avec une Union européenne qui réinvente, qui postule aujourd'hui sa posture indo-pacifique, la France nous rappelant à ses citoyens que nous sommes une puissance de l'océan Pacifique, que nous avons des territoires, que nous sommes la première puissance européenne navale dans l'Indo-Pacifique. Évidemment, les Britanniques essayent de nous prendre de vitesse, mais ça, c'est notre histoire à nous. Mais dans toutes ces manœuvres, ces exercices maritimes conjoints, il n'y a pas que les Français et les Britanniques aux côtés des Japonais, des Indiens, potentiellement de la Corée du Sud, du Japon surtout et des États-Unis, mais il y a aussi les Pays-Bas, il y a aussi l'Allemagne qui projette une puissance logistique, et de plus en plus les Émirats par exemple, qui font un petit coucou par là aussi, Israël. Donc cette puissance transatlantique qui se globalise petit à petit, sans doute pour masquer quelques divergences également. Parce que dans ce grand mouvement qui semble effectivement marcher d'un pas conjoint, il y a aussi une lecture, je pense, et c'est juste l'angle que je vais aborder brièvement aujourd'hui, une lecture du temps présent qui n'est sans doute pas la même et qui ne marche pas en même temps. Parce que notre identité mémorielle de l'histoire, de la Deuxième Guerre mondiale, de la fin de la guerre froide, n'est pas la même. Parce que notre identité mémorielle par rapport à la Russie n'est évidemment pas la même pour des puissances européennes occidentales qui ont cru qu'une main tendue serait possible. J'entendais récemment, dimanche dernier, chez Fareed Zakaria sur CNN, Bill Clinton, qui rappelait que côté américain aussi, on a espéré dans le rapprochement de la Russie de l'OTAN, qu'un jour peut-être, mais je crois que l'Europe occidentale l'avons espéré encore plus que les Américains. Par rapport à une Europe orientale pour qui la Russie expansionniste de Vladimir Poutine, je ne dis pas la Russie dans l'absolu, mais celle de Vladimir Poutine, rappelle un vécu, rappelle une histoire soviétique, pas si lointaine, à peine une génération. Et notre compréhension des dangers, notre ressenti des dangers fait que la Russie, c'est notre court terme. Pour l'administration Biden, ça l'est devenu aussi. Mais pour autant, je pense qu'au Pentagone, je parle vraiment sous couvert de Léo Michel, qui connaît infiniment mieux Washington que moi, la Chine est plus un court terme
ou était plus un court terme avant la guerre en Ukraine, que ne l'était la Russie. Et cette divergence de temporalité, de compréhension des menaces, nous identifions des menaces similaires, mais pas identiques, dans notre compréhension, notre vécu au quotidien. On n'aura sans doute pas le temps de parler de l'Afrique, mais il y a, comme d'habitude, mais il y a, pour le coup, des convergences effectivement qui sont en train, dans une lecture intéressante d'Anthony Blinken, très récente, dans sa déclaration de politique des États-Unis vis-à-vis du continent africain, une lecture qui oublie, qui met de côté la guerre froide, j'allais dire enfin, qui n'est plus sous les déclarations du Pentagone, du chef d'état-major des armées américains, le général Mark Milley, qui prononçait, parce que tout discours est performatif quand c'est le général Milley, une double guerre froide en devenir, à la fois vis-à-vis de la Russie et vis-à-vis de la Chine. Et Anthony Blinken, dans sa stratégie vis-à-vis de l'Afrique, en appelle plus à la coopération sur le terrain face à une menace à long terme, celle sahélo-subsaharienne que nous connaissons si bien, nous les Français, celle du djihadisme dans cette région du monde. Coopération à la fois avec le savoir-faire européen, mais aussi sur le terrain, un pays comme le Kenya et la Corne de l'Afrique, qui connaît si bien les problématiques de piraterie dans l'océan Indien, revient dans cette coopération aussi. Un dernier mot sur cette divergence d'interprétation, et ça a été toute la difficulté pour l'Union européenne de transférer à Washington notre compréhension du nécessaire découplage sino-russe à une époque, pas si lointaine, où nous souhaitions encore commercer avec la Chine et où la Russie devenait une menace à nos frontières un petit peu trop prégnante. Et où, dans notre esprit finalement européen, mais très kissingérien, les deux menaces russo-chinoises n'étaient peut-être pas dans la même temporalité et donc peut-être pas, il convenait peut-être de ne pas s'adresser à ces menaces, répondre à ces menaces de la même manière. Évidemment, le conflit ukrainien a remis une même temporalité d'urgence sur ces deux questions, mais des divergences sans doute de sécurité nationale ou de sécurité régionale bien comprise qui divergent sur l'indépendance énergétique ou l'autonomie énergétique, bien évidemment, mais également sur notre autonomie économique et notre reconstruction post-Covid et notre gestion de l'inflation aujourd'hui. Pour une conclusion, en un mot, pour ne pas être trop longue, en un mot vraiment, c'est-à-dire comment ce conflit ukrainien, finalement, a été un accélérateur de convergence. C'est évident, sur à la fois un réalignement stratégique et un réalignement militaire et un renforcement de l'OTAN aussi au cœur de l'Union européenne, de la stratégie de l'Union européenne, qui était inattendue à une époque où l'OTAN était en mort cérébrale pour beaucoup. Mais un révélateur aussi peut-être de divergence, j'espère que non, mais j'écoute de plus en plus les voix européennes au fur et à mesure que cette guerre dure, et des voix européennes qui, sur le flanc oriental de l'Union européenne, évidemment, sont des voix atlantistes fortes, des voix qui sont très proches de Washington, historiquement depuis 1991, et la chute 89-91, la chute des murs, alors que les voix de l'Europe occidentale sont certes atlantistes, mais avant tout euro-américaine dans le transatlantisme et du coup peut-être à remettre parfois en phase au sein de notre Union européenne. Voilà. Merci. Merci Annick. Donc, je vais passer la parole à Sophie Méritet. Bon, donc pour parler de politique énergétique américaine. Voilà. Merci beaucoup. Je ne résiste pas, je vais rebondir aux propos de Thomas.
Effectivement, les Américains sont des gros consommateurs d'énergie, puisque les États-Unis représentent 18% de l'énergie consommée dans le monde. Et évidemment, ils ne représentent pas 18% de la population mondiale. Donc, ça nous donne une bonne idée. L'Union européenne, alors à 28 avec UK, nous représentons 10% de la consommation mondiale. Donc, ça fait écho par rapport au chiffre de population que Thomas a présenté. Et oui, le système énergétique américain n'est pas du tout efficace. On a l'habitude de citer un chiffre clé, notamment dans l'électricité. En France, nous avons 40% de pertes sur notre système électrique, alors que nous avons un système électrique français plutôt efficace. Et les Américains, c'est exactement l'inverse, c'est 60% de pertes. Donc, on a un système électrique américain qui est extrêmement inefficace, pour illustrer les propos de Thomas tout à l'heure sur l'inefficacité en fait, du système. Les Américains, c'est à peu près 8 tonnes équivalent pétrole d'énergie, 8 tonnes équivalent pétrole, 8 TEP d'énergie consommée donc, par an, par habitant. L'Europe, c'est 4,5 tonnes équivalent pétrole. C'est juste pour vous donner un ratio, on est moitié moins consommateur d'énergie. Mais les États-Unis, c'est surtout redevenu une puissance énergétique. J'emploie le terme redevenir, puisqu'ils l'ont été au début d'un autre siècle. Mais aujourd'hui, ce sont les premiers producteurs de pétrole, pétrole au sens large, pas les premiers producteurs de pétrole brut, mais si on prend le terme pétrole au sens large, ce sont les premiers producteurs de pétrole au monde. Ce sont les premiers producteurs de gaz au monde. Et depuis peu, ce sont également les premiers exportateurs de gaz naturel liquéfié. Là, on peut se poser effectivement la question de l'impact du conflit russo-ukrainien sur, évidemment, la politique énergétique américaine, surtout au niveau des exportations. Alors, les États-Unis, évidemment, nous exportent du gaz, surtout donc du gaz naturel liquéfié. On va prendre avant le conflit, les Américains exportaient à peu près à 41 pays du gaz. J'enlève par pipeline au gazoduc, puisque c'était avec le Canada et le Mexique, mais ils exportaient du GNL. Il faut savoir que dès le premier mois du conflit, les Américains, en fait, ont fortement augmenté leurs exportations à l'Europe, puisque pratiquement les 2/3 de leurs exportations de GNL ont été dédiées à l'Union européenne, contre à peine 1/3 un an auparavant. Donc, on a de fortes augmentations d'exportation de gaz vers l'Europe. Mais nous n'avons pas que de l'exportation de gaz, on a également des exportations de pétrole vers l'Europe. Historiquement ou traditionnellement, parce que ce n'est pas historique, mais traditionnellement, les Américains exportaient du pétrole plutôt vers l'Asie, et donc l'Europe est passée en première position pour acheter du pétrole aux États-Unis. Pendant des années, voire des décennies, les Américains n'exportaient pas de pétrole. C'était lié au premier choc pétrolier où on préférait utiliser le pétrole pour la nation. Et donc, avec le développement du pétrole non conventionnel et du gaz non conventionnel, beaucoup d'autorisations d'exportation ont été autorisées. Et donc, depuis à peu près 2016, les Américains peuvent exporter du pétrole. Alors, on a des exportations qui sont en hausse, mais on a l'habitude malheureusement de dire que, OK, US exporting gas, but importing high prices. Parce qu'en fait, ils ont aussi malheureusement eu des conséquences sur leur économie au niveau donc lié à l'énergie pour mes compétences, avec une forte augmentation des prix de l'essence, forte augmentation des prix du gaz, les factures pour les consommateurs individuels dans le gaz ont augmenté de 15%. Les prix de l'électricité, vous avez une hausse en moyenne de 30%. Et c'est une nouveauté pour les Américains, notamment parce qu'avec le gaz de schiste, on était plutôt sur des prix du gaz faibles, des factures électriques également qui étaient plus faibles. Et donc là, on va arriver dans la zone également de l'hiver. Donc si aux États-Unis, vous avez un pic de consommation électrique par les États du Sud
pendant l'été pour la climatisation, mais après, vous allez avoir un pic de consommation d'électricité et de gaz par les États du Nord pour se chauffer. Et donc là, on craint évidemment pour, on va dire, l'économie et la survie de certains consommateurs qui ne vont pas pouvoir payer leurs factures. Et on sait que la conséquence aux États-Unis n'est pas la même qu'en Europe. Et je voulais quand même également soulever aujourd'hui, les Américains sont dans un arbitrage entre le gaz. Est-ce qu'ils l'exportent pour l'Europe ou est-ce qu'ils l'utilisent en interne? Et là, on retrouve une problématique très américaine entre les démocrates et les républicains au niveau de l'énergie. Est-ce que l'énergie nationale, elle est utilisée en interne, domestique, ou est-ce qu'on l'exporte? Et donc là, c'est vrai qu'en ce moment, on retrouve cette problématique et c'est là où les élections de midterm vont être assez intéressantes, même si on connaît un petit peu les résultats de ces élections. Et Kissinger a été nommé au moins une fois ce soir. Quand j'étais étudiante, j'avais retenu une citation qui malheureusement est toujours d'actualité. Kissinger disait contrôlez le pétrole, vous contrôlerez les hommes. Et je trouve que cette citation est assez intéressante. Très bien. Merci Sophie. Je vais peut-être maintenant lancer le débat avec une ou deux réactions par rapport à ce qu'a dit Léo Michel et surtout des questions derrière sur les réactions. Peut-être, comme il a lancé sur l'autonomie stratégique, je vais répondre parce que ça, c'est un débat entre transatlantique qui a du mal à s'organiser parce que on a du mal à savoir exactement de quoi on parle. Sur l'autonomie stratégique européenne, il y a deux choses. Il y a un aspect qui est un aspect opérationnel. Et je pense que là, ça peut être très aisément compréhensible par les Américains. Quand on est dans une opération, alors pour le coup française et passé Barkhane au Mali, et que on n'a pas de moyens de ravitaillement en vol, que les moyens de renseignement sont insuffisants, je ne pense pas que les Américains soient ravis qu'à chaque fois on doit faire appel à eux. Donc il y a tout simplement réussir tout simplement à réaliser ce qui est dans tous les textes européens de la politique de sécurité et de défense commune et des missions qui sont à l'article, que je ne dise pas de bêtises, 43 du traité de l'Union européenne, il faut le dire. Sur la question qui est la question, on va dire, technologique, industrie de défense, etc. À la réponse, y a-t-il une définition de l'autonomie stratégique? Non, il n'y en a pas et il n'y en aura jamais. C'est ce qui pose problème. On a utilisé ce terme, notamment au niveau français, pour faire une sorte de mythe mobilisateur. Et le mythe mobilisateur, c'était, il faut peut-être à un moment quand même se réveiller. Et se réveiller, c'est d'une part un aspect de compétitivité technologique et industrielle, sachant que tous les technos maintenant sont de plus en plus duals. Et il y a une question de compétitivité économique de l'Union européenne. Je pense que c'est quelque chose de tout à fait légitime. Il y a un deuxième aspect qui est parfois, c'est vrai, des dépendances qui nous posent problème. Et là, je vais en citer une tout bête. On a des drones Reaper américains. Si on veut aller les utiliser ailleurs, il faut qu'on lève le doigt et qu'on demande l'autorisation à Washington. C'est pas terrible. J'ai cité l'exemple des résines tout à l'heure qui sont dans la pharmacie, mais on peut avoir des tas d'exemples de ce type sur les questions de défense qui peuvent nous poser problème. Donc, l'objectif, ce n'est pas d'être indépendant des États-Unis, ça n'a rien à voir avec ça, mais c'est simplement, compétitivité technologique, deux, éviter d'avoir des dépendances qui pourraient être, on va dire, ennuyeuses. C'est tout. Et après, si vous voulez regarder ce que c'est que l'autonomie stratégique, vous regardez tout simplement le programme du Fonds européen de défense. Voilà.
et puis ce que font les uns et les autres de manière plus ou moins coordonnée et j'espère de plus en plus coordonnée. Sur la question de la perception de la guerre en Ukraine, moi, j'ai quand même des nuances sur le sujet. J'ai des nuances, je vais poser quand même des questions par rapport à ces nuances. La première nuance, c'est peut-être sur le jour d'après. Le jour d'après, on est en Europe. Le continent européen, il est, il y a une continuité géographique. On ne peut pas, en tant qu'Européen, strictement se dire c'est une question ukrainienne. Parce que c'est notre futur, et notre futur dans 50 ans, et pas uniquement le futur dans 6 mois et dans 1 an. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Et quand je suis en train de dire ça, ce n'est pas une question d'absence de solidarité vis-à-vis de l'Ukraine, ça tout le monde, on est d'accord. La deuxième chose, c'est les conséquences de cette guerre en Ukraine. Et là, j'aurais peut-être une nuance sur l'alliance transatlantique. Oui, l'alliance transatlantique, quand on regarde le nombre de pays qui ont adopté des sanctions contre la Russie, c'est un peu problématique, cette alliance. Elle n'est pas si grande que ça. Et on travaille ici à l'IRIS beaucoup sur les questions africaines. Quand on interroge, nous, nos amis africains, bien souvent, ils nous disent travailler avec les Russes, travailler avec les Chinois, c'est bien, c'est win-win. Vous, avec vous, Français, et vous, Occidentaux, non, on a plutôt l'impression qu'on est sous votre dépendance. On a un problème à ce niveau-là. Et je voudrais savoir, et donc c'est là que je vais te poser ma question, est-ce qu'il y a cette conscience aux États-Unis qu'on a un risque de coupure du monde avec cette crise ukrainienne? Et encore une fois, ce n'est pas une question de ne pas vouloir de solidarité vis-à-vis de l'Ukraine ou de solidarité transatlantique, mais simplement qu'il faut trouver une réponse pour éviter cette cassure du monde. Et c'est là que je dois bien dire que cette idée d'alliance de démocratie peut nous poser un problème à un moment donné. Ce n'est pas qu'on est antidémocrate, mais ça peut nous poser un problème. On ne veut pas perdre le monde. Et c'est là qu'il y a le discours de Macron, en tout cas le début du discours de Macron à la conférence des ambassadeurs. Là, je ne vais pas être très long, mais dans une demi-heure, il va y avoir son discours à l'Assemblée générale des Nations unies, et je suppose qu'il va répéter la même chose. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est peut-être une question peut-être plus spécifique, c'est sur la question du JCPOA, qui nous concerne quand même un petit peu sur les conséquences énergétiques, si on lève les sanctions vis-à-vis de l'Iran. Et là, quelles sont les perspectives aux États-Unis, sachant que les élections des mi-termes arrivent et que, là aussi, Macron voulait parler avec le dirigeant iranien, je crois, à l'AG des Nations Unies. On commence à se dire que malheureusement, les perspectives ne sont pas positives, ce qui n'est ni bon à court terme, naturellement, sur les questions énergétiques, mais ni bon non plus sur le long terme, parce que là aussi, on risque j'ai envie de dire, d'enquister peut-être encore un petit peu plus cette coupure, si vous voulez. Et là aussi, sans dire que l'Iran est un régime merveilleux, démocratique, tout ça, ce n'est pas l'objet. Donc, ce sera peut-être la première question, puis après, je prendrai les questions de tout le monde. En fait, vous posez beaucoup de questions. Et, le temps va nous échapper un peu, mais très brièvement, sur le plan géographique ou la vision géographique, en fait, oui, la Russie partage le même continent, la surface continentale, que l'Alliance ou les pays de l'Union européenne. Et c'est peut-être ma déformation professionnelle, parce qu'au Pentagone, j'ai passé pas mal de temps en négociation avec l'ex-Union soviétique et la Russie en question d'armement et des questions nucléaires. Et j'ai un autre plan géographique dans ma tête, c'est que nous sommes séparés de la Russie
par 25 minutes. C'est à peu près le vol d'un missile stratégique. Encore moins, j'habite à Washington, encore moins s'il s'agit d'un missile lancé par un sous-marin. Nous avons une alliance depuis 1949 qui nous oblige de venir à l'assistance d'un allié qui serait éventuellement agressé sur son territoire. C'est un risque à nous aussi. C'est à la demande des Européens, les Canadiens font partie aussi de cette alliance, mais nous sommes là à la demande, en fait, des pays européens, mais nous mettons aussi notre propre sécurité en risque pour cette défense. Donc, je vois ma conception, je crois que cette idée on partage la même géographie, le même continent avec la Russie, c'est vrai, mais ce concept s'est un peu dépassé par rapport au passé. Et c'est peut-être une cause des visions différentes un peu. Ça peut être dans les nuances, mais ça peut être pour le grand public mécompréhension, parce qu'on a tendance à penser un peu en termes de la Deuxième Guerre mondiale. Et nous sommes très éloignés de ce concept. En ce qui concerne l'Afrique, je peux être très bref, je crois que oui, on a ignoré pendant longtemps l'importance du continent en Afrique. Notre engagement militaire est plutôt modeste là-bas. C'était surtout pour soutenir les Français parce qu'on ne voulait pas être là-bas en termes militaires nous-mêmes. Mais je crois qu'il y a une mécompréhension, peut-être, de la part de certains pays en voie de développement. C'est la Russie, maintenant, qui a causé ces dégâts dans la chaîne de chain of supply pour la nourriture, pour les céréales, etc. Ce n'est pas la faute à l'OTAN, ce n'est pas la faute aux États-Unis, ce n'est pas la faute aux autres. Et bref, pour l'Iran, ce qui est bien, c'est que pour le moment, je crois que je vois une volonté très similaire entre les États-Unis et l'Europe pour rétablir un accord. Je crois que l'administration précédente, parmi beaucoup de dégâts qu'elle a faits, de rompre cet accord avec l'Iran, qui n'était pas parfait, mais c'était au moins un début et mettait quelques contrôles. En fin de compte, M. Trump a fait là-bas, comme il a fait dans beaucoup d'autres domaines, c'était simplement parce que c'était un accord signé par Obama qui voulait le jeter. Il a fait beaucoup de dégâts, à mon avis, en termes politiques étrangères et encore plus à notre démocratie chez nous, à nos institutions, à nos normes, à nos valeurs, à notre société. Bon, assez dit. Vous allez comprendre mes sentiments par rapport à ce monsieur. Mais pour l'Iran, ça nous pose une question tous parce que la prolifération nucléaire n'est pas dans notre intérêt. Ni nous, Américains, ni vous, Européens. Les Russes, maintenant, font un double jeu. Ils sont essentiels pour que cet accord soit renouvelé, mais ils veulent avoir leur prix. Et leur prix, c'est un peu le relax des sanctions sur la Russie à cause, encore une fois, de leur agression vis-à-vis de l'Ukraine. Je ne vois pas pour l'instant une solution qui est très claire ou très imminente. Ok, ben je vais prendre les questions. Oui. J'ai 2 questions en premier rang. Le micro arrive. Là. Il circulera derrière. Oui, ce n'est pas quelque chose que je reprocherais ou par rapport à ce que vous avez dit, c'est plutôt quelque chose que vous n'avez pas dit.
il se trouve quand même qu'il y a à peu près, mettons, 10, 15 ans, 20 ans, l'Occident, c'était vraiment quelque chose de parfait. Tout le monde était jaloux de l'Occident. Je dirais, on vivait bien, c'était extraordinaire, les gens étaient très bien, etc. Et puis, vous avez remarqué tout de même que ce qu'on appelle démocratie, pour lequel on a des grands mots, hein, démocratie avec un grand D, ça décline un petit peu quand même. Hein, c'est pas aussi démocratique qu'avant. Hein, et ça, c'est valable dans tous les pays occidentaux, que ce soit aux États-Unis d'abord d'ailleurs, hein, mais aussi en Europe. Bon, à ce moment-là, alors je ne parle pas effectivement du film de l'invention du Sénat américain qui est vu par le monde entier. Ça fait un choc, j'imagine, c'est terrible. Mais chez nous, c'est la même chose. La réaction des peuples européens et occidentaux, c'est la droite qui se lève. Les élections depuis des mois en Europe, c'est les partis de droite qui commencent à se lever. Trump risque d'arriver. Hein. J'ai même entendu dire des gens qui disaient « Oula, il va y avoir une guerre aux États-Unis, à l'intérieur des États-Unis, enfin une guerre civile. » Bon, j'y crois pas, évidemment. Mais je veux dire, on arrive à dire des choses comme ça. À partir de ce moment-là, vous êtes Poutine, vous êtes les Chinois, etc. Et vous dites, mais ils sont faibles, on va en profiter. C'est ce qui se passe en ce moment. Dans un premier temps, du coup, j'aurais une question pour vous, Monsieur Michel. Oui, non. Donc, économiquement parlant, je voulais savoir du coup comment la relation du coup transatlantique allait aider du coup le système financier actuel, non, dans un premier temps américain, qui, on le sait déjà, est insolvable. L'Europe, l'Union européenne, c'est la même chose. L'ancien patron de Citigroup avait dit tant que la musique jouera pendant la crise des subprimes, il avait dit tant que la musique jouera, on ne s'arrêtera pas de danser. C'est actuellement le cas. Et je voulais savoir du coup les moyens du coup que la Fed allait mettre en place du coup et quelles étaient, on va dire, les stratégies, on va dire, pour lutter contre l'inflation, on va dire, énergétique d'un côté et la récession financière de l'autre. Et du coup, en parallèle, comment on va dire on allait lutter, on va dire, face à la dévaluation, on va dire, déjà dans un premier temps de l'euro. Donc ça, du coup, ça c'était une question que j'allais poser du coup à vous, mesdames. Et dans un second temps, du coup, au dollar, face justement du coup à la montée en puissance d'un côté du rouble et de l'autre côté du coup de la devise chinoise. Oui, et merci. Bonsoir tout le monde. Moi, je suis Papa Eric. Je m'appelle Papa Eric. Alors, je suis pas français, je suis zaïrois. Mon pays, le Zaïre, premier pays francophone du monde. Oui, c'est vrai. Là, j'ai relevé quelques questions, notamment pour Annick. Je suis arrivé. Oui. Alors, la première question, oui, c'est vrai que je n'ai pas trop compris l'identité mémoriale. Donc, bon, c'est pas grave. Oui. Alors, oui. Alors, la première question, c'est quelle est la stratégie de l'IRIS pour l'Afrique? Là, c'est la première question. Alors, deuxième question, quelle est la part des marchés français en Afrique? Sachant bien que la Russie, la part des marchés de Russie, si je ne me trompe, c'est à 2,4%. Et troisième question, est-ce que l'Europe est sous tutelle des USA? Quatrième question, à quoi sert l'ONU? Et quel lien y a-t-il entre énergie, conflit et climat? Et en dernier, je pense à une citation de Michel Rocard qui a dit, et je n'ai pas compris, un socialiste comme Rocard qui disait « La France ne peut pas accueillir la misère du monde ». Par quoi il voulait dire par là?
Merci. Merci. Je pense qu'il y a beaucoup de questions qui dépassent un petit peu le cadre du débat. Je répondrai juste sur la première. Il n'y a pas de stratégie africaine de l'IRIS. Un, on est un think tank. Et deux, tous les chercheurs sont indépendants. Il n'y a pas de position de l'IRIS. Ça, je tiens à le rappeler parce que c'est quand même un point important. Voilà. Peut-être pour deux questions que je peux prendre, c'est le lien entre conflit et climat et ensuite l'enjeu d'inflation dans le secteur de l'énergie et du coup comment ça a un impact sur le reste de l'économie. Sur le conflit et les enjeux climatiques, en fait, les impacts du dérèglement climatique, alors ils sont multiples, mais ceux qui sont le plus favorables au déclenchement des conflits, c'est en fait par la raréfaction des ressources. Donc typiquement, on assiste déjà à une raréfaction des ressources en eau, qui du coup va être un facteur qui va multiplier les tensions existantes et internes aux sociétés. Et c'est notamment le cas en Afrique de l'Ouest où, pour être très concret, une des raisons de la conflictualité, de la violence au Mali, par exemple, c'est un enjeu d'accès aux ressources en eau entre des éleveurs et des agriculteurs qui n'appartiennent pas aux mêmes ethnies, notamment les Peuls étant très représentés dans la question des éleveurs. Ce n'est pas évidemment le dérèglement climatique qui provoque le conflit au Mali, mais c'est quelque chose qui va accentuer une tension interne à cette société-là. Et dans des cas très précis, en fait, on voit même que c'est ça qui suffit à faire basculer un désaccord qui aurait pu être réglé avec un niveau de violence minimale. Donc, quand je dis violence minimale, c'est ce qui est géré par la police, par l'emprisonnement, etc., à des choses qui se font dans des violences plus prononcées. Ça, c'est déjà quelque chose qu'on constate scientifiquement. Le rapport du GIEC a déjà étudié le rôle de cette question de l'accès à l'eau, qui est rendue plus difficile par les sécheresses, elles-mêmes provoquées par le dérèglement climatique. On sait aussi scientifiquement que les grandes sécheresses qui ont eu lieu en Méditerranée orientale au début de la décennie 2010 ont joué un rôle dans le déclenchement de ce qui est devenu ensuite la guerre civile en Syrie. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'avenir aussi? C'est qu'en fait, il faut qu'on analyse l'évolution du monde avec un monde qui devient de plus en plus chaotique d'un point de vue des événements naturels, c'est-à-dire plus d'inondations, comme ce qu'on a vu au Pakistan, plus de sécheresse partout dans le monde avec des tas d'impacts. Donc on est dans un monde qui devient de plus en plus imprévisible et la seule certitude qu'on a, c'est que la situation ne va cesser d'empirer pendant au moins 20 ans, puisque l'inertie du système climatique fait que quand bien même on ferait exactement ce que Greta Thunberg nous dit, ça ne ferait que empirer pendant au moins 20 ans. Donc c'est un monde qui risque d'être beaucoup plus violent. D'où aussi l'importance de l'action pour le climat. C'est-à-dire que si on veut réfléchir à un horizon 2030, 2040, 2050, moi je ne vois pas de monde où, où un échec climatique ne provoquerait pas des conflits généralisés quasiment partout sur Terre. Donc du coup, l'action pour le climat, si on veut agir pour la paix, il faut agir pour le climat. Parce que la préservation des conditions environnementales qui font que la vie humaine est possible sur Terre est par définition un enjeu essentiel si on veut éviter la génération des conflits. Sur l'énergie, il y a en fait une inflation énergétique, ou plutôt une augmentation des prix de l'énergie qui a commencé il y a un an. Moi, en octobre dernier, je parlais de choc gazier. On voit en fait cette hausse des prix du gaz en Europe qui commence à partir de août 2021 et qui est assez évidente dans le milieu des experts à partir de septembre-octobre. La principale cause, c'est le choix de Gazprom et de Vladimir Poutine de baisser les livraisons de gaz à l'Union européenne. Donc, encore une fois, j'insiste, on est en septembre de l'année dernière, bien avant le 24 février et la deuxième invasion de l'Ukraine par Vladimir Poutine. Ce choix-là, il nous met dans une difficulté pour nous, Européens, pour deux principales raisons. La première, c'est qu'on n'a pas vraiment investi dans la rénovation des bâtiments comme ce qui était prévu. Pour prendre un cas concret, si la France avait mis en place la politique de rénovation des bâtiments choisie, enfin plutôt adoptée au moment des accords de Grenelle sur l'environnement, donc en 2008, donc une politique de rénovation des bâtiments qui est approuvée par Nicolas Sarkozy. Si on avait mis en place cette politique-là, la France, en 2021, aurait déjà été indépendante du gaz russe.
Encore une fois, je parle d'une politique de rénovation des bâtiments approuvée par Nicolas Sarkozy. Je ne parle pas d'un truc de Khmer vert, il n'y a rien de révolutionnaire. C'est juste la mise en œuvre des objectifs qui faisaient consensus en 2008. La France n'a pas fait ça, mais l'Espagne non plus, l'Allemagne non plus, quasiment tout le monde sauf la Suède, quoi. La Suède qui est quasiment d'ailleurs indépendante du gaz. Parce qu'on n'a pas fait ça, on a continué du coup à être très dépendant du gaz, et ce gaz du coup tient un rôle important dans nos économies. Et donc du coup, lorsque les prix du gaz augmentent, et en un an ils ont augmenté de 1000% sur les prix du marché, une augmentation des prix du gaz de 1000%, quand vous passez de 20 € à 200 €, faites du x10, une augmentation de 900% pour être précis. Et du coup, ça crée effectivement un choc inflationniste. En Europe, ce choc inflationniste, il est partiellement couvert par les États qui soit ont fait des politiques de baisse modérée des impôts sur l'énergie, par exemple baisse de la TVA sur le gaz en Allemagne, soit en France, la plus grande campagne de subvention aux énergies fossiles de l'histoire du pays, qui devrait coûter en 2023, selon les chiffres du gouvernement, entre 40 et 45 milliards d'euros. Donc c'est plus que le budget de la défense, qui va être dépensé par les caisses de l'État pour subventionner les énergies fossiles. Les mêmes énergies fossiles qui nous amènent dans ce chaos climatique que j'ai décrivé juste avant, bien sûr. Le deuxième élément, c'est un choix européen de nous rendre dépendants du gaz russe spécifiquement. Et ça, c'est un choix qui a été pris à partir du début des années 2000, à l'époque où on pensait que le doux commerce allait nous réconcilier avec Vladimir Poutine. Ce choix était légitime à l'époque. À partir de 2014, à mes yeux en tout cas, il n'est plus légitime, parce que clairement, à partir de 2014, on comprend que Vladimir Poutine ne veut pas intégrer l'ordre mondial, puisqu'il annexe la Crimée. Une première annexion sur le territoire du continent européen depuis 1945. À partir de ce moment-là, il y a certains pays qui disent on est malheureusement encore dépendant du gaz, mais au moins on va arrêter de dépendre du gaz russe. Les Polonais le font, les Lituaniens le font, et les Estoniens et les Lettons suivent ensuite les Lituaniens sur ça. Ce qui fait qu'il n'y a aucun risque de pénurie gazière en Estonie, en Lettonie, en Lituanie et en Pologne. En Pologne, dès le mois d'avril, ils avaient des stocks pleins à 100% quasiment. Donc, ils se sont préparés à ça. Ils restent dépendants du gaz, mais ils sont devenus indépendants du gaz russe parce qu'ils ont mis en place une politique énergétique depuis 2014 qui avait ça pour objectif et qui l'a atteint. Il y a d'autres pays qui ont fait le choix de renforcer leur dépendance au gaz russe. On cite toujours l'Allemagne, mais aussi la France. Le fameux projet Nord Stream 2 est effectivement porté d'abord par des entreprises, avec le soutien évidemment du gouvernement allemand, mais aussi du gouvernement français. Un des acteurs de Nord Stream 2, c'est une entreprise qui s'appelle Engie, anciennement Gaz de France, et le premier actionnaire d'Engie, c'est l'État français. Donc l'État français, par Engie, a indirectement soutenu l'augmentation de la dépendance de la France et de l'Union européenne au gaz russe. Idem, une des raisons pour lesquelles Vladimir Poutine va peut-être avoir suffisamment d'argent pour lancer une nouvelle offensive s'il le souhaite, c'est grâce au gaz naturel liquéfié. Gaz naturel liquéfié qui lui permet du coup de vendre du gaz partout dans le monde. Parmi les entreprises qui ont permis à la Russie de Vladimir Poutine d'avoir les technologies qui leur permettent d'exporter du gaz naturel liquéfié, il y a Total. À titre illustratif, le premier brise-glace, méthanier brise-glace, c'est un navire qui va transporter du gaz naturel liquéfié et qui est brise-glace parce que du coup, le dérèglement climatique ayant adouci la glace de l'Arctique, désormais on peut la briser. Et il s'appelle le Christophe de Margerie, ce bateau. Le Christophe de Margerie, c'est le nom du PDG de Total. Donc on voit par ce symbole-là de ce navire, je trouve en fait ça dit beaucoup sur notre société en fait. Ça dit quelque chose de l'importance de certains chefs d'entreprise qui font des alliances avec des dirigeants politiques, en l'occurrence Christophe de Margerie, Total et la Russie de Vladimir Poutine. Tout ça ayant été fait évidemment en pleine connaissance de cause, avec un navire qui va bénéficier en fait du dérèglement climatique pour briser les glaces de l'Arctique et du coup aller plus vite, livrer du gaz russe à la Chine ou vers l'Asie, etc. La bonne nouvelle, pour qu'on ne déprime pas tous ce soir, c'est qu'en fait, à ces deux problèmes de l'inflation, de la crise, de l'inflation des énergies fossiles, on a eu un choc pétrolier en 1973, on a eu un deuxième choc pétrolier en 1979, on a eu un troisième choc pétrolier en 2008. Là, en 2021, on vit un choc gazier, mais on reste dans une crise des prix des énergies fossiles. La manière de sortir d'une crise des prix des énergies fossiles, c'est de sortir des énergies fossiles. La manière d'éviter le chaos climatique au XXIe siècle,
c'est aussi de sortir des énergies fossiles. Donc, du coup, la solution est la même. C'est-à-dire que là, on a un alignement complet des planètes. C'est-à-dire que notre intérêt géopolitique à nous, Européens, qui est de nous passer les énergies fossiles. Notre intérêt économique est de nous passer des énergies fossiles. Notre intérêt climatique est de nous passer des énergies fossiles. Et donc là, pour moi, les mois là, à venir sont critiques. C'est-à-dire que si là, avec cet alignement des planètes, on ne réussit pas à mettre en place la plus grande mobilisation pour économiser l'énergie et déployer massivement les énergies renouvelables, j'aurais très très peu d'espoir sur l'avenir de notre civilisation. Voilà. Et en même temps, les planètes n'ont jamais été autant alignées pour qu'on puisse se hisser à la hauteur de l'histoire. Et à la limite, peu importe notre motivation. Si notre motivation est strictement économique, tant mieux. Si notre motivation est aussi géopolitique, c'est encore mieux. Et si par ailleurs on pense aussi à notre avenir climatique, bah là du coup ce sera le tiercé gagnant de manière à ce qu'on réussisse à transformer radicalement notre système énergétique. Alors, je vais juste répondre très brièvement. C'était quoi mon identité mémorielle? Je suis désolée, mais moi et mes mots-clés. L'idée très simple étant que dans la construction, parmi les éléments de la construction d'une identité nationale et donc d'une sécurité nationale, de la perception qu'un gouvernement a de sa sécurité nationale, l'histoire joue un rôle, les événements passés jouent un rôle, et la construction de la mémoire de ces événements passés va donc impacter la vision de sécurité nationale de ce pays. Voilà, c'était juste ça, mon identité mémorielle. Désolée. Pas en ce qui concerne le conflit ukrainien. Oui. À moi, non. Personnellement, non. Il y a d'autres réponses aux questions? Sinon, j'ai une question spécifique sur les dépendances aux terres rares, sur les parties, sur les questions énergétiques. Donc, quelqu'un veut répondre? Ça va être encore tôt. Si c'est une question précise ou si c'est juste la volonté d'avoir un commentaire là-dessus. Mais, ouais. Alors, c'est un truc qui revient, moi je trouve ça toujours assez fascinant. C'est-à-dire que il y a des acteurs qui sont opposés à la transition énergétique et du coup doivent trouver des arguments. Et l'argument qui va revenir souvent c'est l'argument de la dépendance aux terres rares. Et c'est un bon argument au sens où il y a effectivement une dépendance aux terres rares qui est créée par la transition énergétique. Il se trouve néanmoins que la dépendance aux terres rares elle est aussi liée à la transition numérique et j'ai jamais entendu personne critiquer et dire qu'il fallait que l'État interdise la 4G ou la 5G, je veux dire dans les milieux gouvernementaux, à cause de la dépendance aux terres rares. Il n'y a pas de solution parfaite dans le monde de l'énergie. Tout choix a des conséquences qu'on va juger en tant qu'humain négatives. L'immense différence entre la dépendance au flux d'énergie fossile dans lequel on vit aujourd'hui et une dépendance possible à terme à des stocks de certains matériaux critiques, certains terres rares, pas tous, certains métaux critiques comme le lithium, le cobalt, on s'en fout en fait pour la transition énergétique, ça sert quasiment à rien. Pour le numérique, c'est important, mais pas pour l'énergie, et d'autres métaux. Donc, dans un cas, dans le monde actuel, on est sur une dépendance de flux. Dans le monde de demain, on est sur une dépendance à des stocks. Et ça change complètement la nature de la dépendance. Une dépendance à un flux, ça veut dire que si le flux gazier baisse, on est tout de suite dans la catastrophe. Et on le voit déjà aujourd'hui. Le moment où les prix du gaz ont augmenté de 100%, c'est quand Vladimir Poutine a baissé ses livraisons de gaz de 10%. Vous voyez comment une toute petite baisse crée tout de suite un problème politique qui appelle immédiatement une réaction politique, Bruno Le Maire, bouclier tarifaire, etc. Projetons-nous dans le monde en 2040. On a tous rénové nos maisons. Si vous avez bien rénové votre logement, vous n'avez plus besoin de le chauffer. Vraiment, la chaleur que vous produisez par votre corps, par vos activités, quand vous faites cuire un poulet rôti, ça chauffe votre maison aussi. Donc, vous n'avez plus besoin de vous chauffer. Vous avez une petite facture d'électricité, vous payez
40 €, 50 € par mois d'électricité, et vous vous transportez principalement par des modes actifs, transport en commun, vélo, y compris vélo électrique, et véhicules électriques pour celles et ceux qui en ont besoin. Et soudainement, un pays, admettons la Chine, arrête d'exporter des terres rares. Ou un pays, le premier producteur mondial de lithium, le Chili, décide de mettre un embargo sur les exportations de lithium parce que le Chili a décidé qu'il allait s'attaquer à l'Union européenne, admettons. Qu'est-ce qui se passe d'un point de vue économique? Pas grand-chose, en fait. Il se passe qu'on aura plus de mal à avoir accès à ces matériaux-là. Ça nous posera des problèmes à moyen terme. Mais on n'est pas du tout sur la même temporalité. Et ça change tout d'un point de vue géopolitique. Ultime point là-dessus, sur les terres rares et sur le lithium en particulier, on a en fait une voie de sortie. La logique dès le début, c'est une logique d'économie circulaire. L'Alliance européenne pour les batteries qui a été lancée dès 2016, dans ces acteurs-là, il y a Veolia, par exemple, qui est un acteur du recyclage. Et dès le début, l'idée, c'est que les acteurs de l'économie du recyclage soient inclus dans la conception même de la chaîne de valeur de la batterie, de manière à pouvoir maximiser la quantité de lithium qu'on pourra recycler. Et ça aussi, c'est une des grandes différences. C'est-à-dire que tant que nous, Européens, on est dépendants des énergies fossiles, on n'a aucune voie de sortie. On n'a aucune exit strategy. On doit continuer à importer constamment des flux de gaz, etc. Quand on bascule dans la transition énergétique, on doit effectivement importer du lithium du Chili, clairement. On ne fera pas des batteries sans ça, c'est clair. Mais on sait que plus le temps passe, plus on aura fait des efforts de recherche et développement et d'investissement dans le recyclage, moins on aura besoin d'importer ce lithium-là, et à un horizon de long terme, on est plutôt sur la deuxième moitié du XXIe siècle, on pourra devenir quasiment autosuffisant avec notre propre production minière et surtout avec le recyclage. Et donc, du coup, ça montre qu'effectivement, c'est une dépendance, elle est réelle, il faut agir en conséquence pour la limiter, pour bien la gérer, mais on est sur un type de dépendance qui est extrêmement différent de notre dépendance aux énergies fossiles, et ça fait que vraiment, géopolitiquement, on a énormément à gagner à accélérer la transition énergétique. Très bien, merci. Écoutez, avec ces propos, on va clore cette conférence. Je remercie bien sûr tous les intervenants et spécifiquement notre ami américain, donc Léo Michel, pour tous leurs propos, pour le débat qu'ils ont animé, et puis vous tous pour être venus et avoir posé des questions et participer à ce débat. Voilà. Bonne soirée. Au revoir.